Merci de continuer à être en direct sur Info TV au canal 307, sur Canal Plus International. De lundi à vendredi, vous avez justement rendez-vous avec les démineurs. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. C'est une affaire des démineurs de l'information justement. Et parlant de cette information, TVB, Théophile Vianney-Biya, nous amènera en kiosque tout à l'heure et nous aurons la quintessence de l'information parue de ce côté. Bernardo Basson, le sucre national, est en poste comme tous les matins pour la dénonciation du jour. Ce matin, nous marquerons également un arrêt pour parler un tout petit peu sur ce qu'il faut désormais appeler au Cameroun la situation du côté de l'IRAD. Il s'agit de cet institut de recherche agronomique et du développement dans notre pays. Vous saurez tout à l'heure pourquoi il faut marquer un arrêt sur l'IRAD. On parlera de cette IRAD ce matin sous fond de dénonciation pour que quelque chose puisse bouger de ce côté pour le bien de tous les Camerounais. On marquera aussi un arrêt pour évoquer la situation de la jeunesse camerounaise avec une interrogation ce matin. La jeunesse camerounaise a-t-elle été sacrifiée? Et c'est le point focal de ces échanges. Pour en parler avec efficacité, ils seront hommes de médias, ils seront juristes, ils seront consultants, ils seront syndicalistes avec un seul objectif, vous dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Au canal 307, ce canal plus international, sentez-vous privilégiés. Et on commence par accueillir ceux de nos invités qui sont venus nous dire bonjour de manière amicale ce matin. Je commence par Ahmed Bala. Ahmed Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour aux copanélistes, bonjour à tous les nombreux, les millions de téléspectateurs d'Info TV. Ahmed Bala est journaliste, il travaille pour le quotidien Le Messager. Tout à fait, responsable du service économique. Responsable du service économique. Vous travaillez auprès d'un grand frère dans la communication et plus précisément dans la presse. C'est un vieux de la vieille, Jean-François Chanon. Le directeur de publication. Le directeur de publication. Vous permettez de lui adresser un salut particulier ce matin, qui essaie de se battre autant qu'il peut au regard, par exemple, de la conjoncture pour que nous puissions être en kiosque tous les jours. C'est pas du tout évident, mais il essaye de faire ce qui est à son niveau pour qu'on puisse être en kiosque. Je pense que la main sur le cœur, Jean-François Chanon mérite des félicitations et même des applaudissements de nous, hommes de médias que nous sommes, parce que nous savons de quoi il est question. Faire paraître un journal pendant des années, en quotidien, ce n'est pas évident. Et surtout, lorsque vous avez eu un grand chef, un grand patron qui s'appelait Pius Njahwe, qui est parti, et maintenant il faut sauvegarder cet héritage, il faut véritablement être fort. Et surtout, dans un environnement où il y a trop de clichés, vous savez que le Messager a toujours été considéré comme un journal de gauche, où on nous taxe d'être un journal peut-être de l'opposition et autres. Donc, c'est pas du tout évident d'évoluer dans un environnement comme celui-là, où parfois... Et vous-même, vous pensez que vous êtes un journal de droite? Nous sommes un journal qui essaie de servir le peuple. Nous sommes du côté du peuple, en tout cas. Nous sommes du côté du peuple. Vous êtes du côté du peuple. Et ceux qui ne sont pas de l'opposition ne sont pas du côté du peuple. Non, pas forcément du côté de l'opposition ou bien du côté de quand c'est bien, on dit que c'est bien, quand c'est pas bien fait, on dit que c'est pas bien fait. Ah bon? Et vous savez que nous sommes dans un milieu où les gens aiment faire du saupoudrage. Mais à une certaine époque, on avait ce qu'on appelait la Sainte Trinité, Vous en faisiez partie, je pense. Ça, c'est toujours des clichés. Comment ça, des clichés? C'est toujours des clichés. Le Messager, la nouvelle expression, vous voyez, et le dernier journal, c'était quoi? Est-ce qu'un jour, ils vous ont dit qu'ils constituent la Sainte Trinité? Est-ce que vous avez vu M. Njahwe, père son âme, vous dit qu'il... M. Njahwe, lui seul, pouvait faire un travail que plusieurs journaux faisaient. Vous voyez, donc, rien que sa renommée, rien que... son aura et autres, permettait au journal Le Messager d'avoir une certaine visibilité. Il n'avait pas besoin de s'arrimer ou alors de s'associer à d'autres journaux pour que Le Messager... Et maintenant, ces clichés que l'on donne, de la Sainte Trinité et tout, c'est toujours une construction, c'est une construction sociale qui voudrait qu'aujourd'hui, si certains journaux s'engagent à faire peut-être un certain travail que nous voyons, les gens vous diront que mais à un moment donné, il y a eu la Sainte Trinité qui défendait les intérêts d'une communauté autre, alors que
que, au fond, quand vous allez, si vous prenez les archives, je sais que vous lisez beaucoup, si vous prenez les archives, vous essayez de lire les journaux, vous comprendrez qu'il n'y avait véritablement pas une intention de dire une association des journaux régionalistes et autres. Merci beaucoup. De toutes les façons, rassurez-vous, personne ne te traitera de con sur ce plateau, comme je l'ai vu sous d'autres cieux. Personne ne te menacera. Ici, c'est un plateau sérieux, avec des gentlemen. J'en suis convaincu. Rien à voir avec la boule et caniveau. En tout cas, merci de cette assurance. Rassurez-vous, ici vous êtes en sécurité. En face de vous, on va accueillir notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Il s'agit de Pierre Bleriot-Niamec, le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront fui. Pierre Bleriot-Niamec, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à vos millions de téléspectateurs qui nous font l'amitié tous les jours de nous écouter. Vous avez rassuré notre hôte de ce qu'on ne le menacerait pas. C'est vrai que c'est lorsque la force des arguments nous fait défaut qu'on fait appel à l'argument de la force. Mais je veux le rassurer aussi au-delà de ce plateau. N'acceptez jamais d'être menacé par qui que ce soit. Ouais. Voilà, chaque être humain a 4 bras. Les choses, on va tuer, on va faire, c'est le racontard. S'ils étaient forts, ils auraient déjà fini avec un tel, ils ne sont pas forts. C'est des faibles, ils ont même besoin de s'associer pour menacer les gens. Quand quelqu'un vous menace, menacez-le. C'est moi qui... Menacez-le. Merci de jour beaucoup. comme de nuit. Merci beaucoup. Il n'y a rien. Il n'y a rien là-dedans. Voilà. Merci beaucoup. Pierre Bleriot, la citation de ce matin. La citation de ce matin, parfois ici, la voici. L'orphelin qui méprise ses oncles a tort de pleurer sur la tombe de ses ancêtres, de ses parents. On peut reprendre? L'orphelin qui méprise ses oncles a tort de pleurer sur la tombe de ses parents. Est-ce qu'on peut un tout petit peu expliquer? Ouais, parce que vous avez un neveu, une nièce, parce que son père ou sa mère sont morts, il méprise les gens et tout ça. Il pas pleurer, papa, maman, viens voir ce que mes oncles me font. Non, mon frère, il faut bien respecter cela. Il faut les traiter comme tes parents pour qu'en retour, tu mérites le traitement d'un enfant. Donc, si un orphelin estime que ses oncles ne sont pas ses parents, il les méprise, il sera également traité comme un enfant qui méprise des parents. Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins, mais ceux-ci doivent bien se comporter à l'égard de ceux qui sont restés. Et à l'égard des veuves, je dis, si votre mari était mauvais, dérangeait les gens, ne croyez pas que le jour où il meurt, les autres vont se plier en 4 pour vous accompagner ou pour vous aider. Merci Commencez beaucoup. par dire à votre mari, ne fais pas ceci aux enfants des autres. Voilà. Pour qu'on ne fasse pas cela également à vos enfants lorsque vous ne serez pas là. Merci pour cette sagesse matinale. À côté de vous, Bernard Basson, le sucre national, répondant présent. Bernard, bonjour. Bonjour, le Banjo de Kouta, de modérateur. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là. Aujourd'hui, on est le 22 du mois d'août. Bernardo, on va d'abord régler un tout petit peu sur le plan technique, voir ce qui a lieu de faire. Hein. Je pense que progressivement, ça devrait se régler pour les professionnels qui nous regardent ce matin et comprennent ce qui se passe. Bernardo Basson, ce jour est journée internationale au mondial de quoi? De la commémoration des personnes victimes de crimes pour leurs convictions religieuses. Vous savez que dans l'histoire de l'humanité, les guerres de religion sont celles qui ont causé le plus de morts, indubitablement. Et donc, il a été pensé depuis 2019 qu'il fallait célébrer, commémorer une journée pour toutes ces personnes qui ont été tuées pour leurs convictions religieuses. Vous savez qu'il y a des religions qui ont des fractions extrémistes et qui malheureusement et systématiquement détruisent, tuent, assassinent d'autres personnes qui ne sont pas de leur bord religieux. Donc c'est un appel à la tolérance, à la laïcité et à l'intégration commune, parce que je pense que ces religions ont pour dénominateur commun la paix, l'amour, etc., au-delà des éléments formels qui peuvent diverger ça et là.
Voilà pourquoi justement je voulais vous relancer à propos. Je n'ai jamais compris cette affaire. C'est vrai que j'ai pas encore fait une étude systématique de toutes les religions qui existent à travers le monde, mais je pense quand même, comme vous venez de le relever à bon escient, ces religions ont pratiquement le même dénominateur commun. Lorsque je vais chez les chrétiens, de manière générale, là-bas on te parlera toujours de l'amour. On te dira qu'il faut aimer ton prochain comme soit toi-même. Du côté de l'islam, je ne suis pas sûr qu'on dit le contraire de ce côté. Alors, les bouddhistes, je ne sais pas si c'est eux qui vont nous démentir, ainsi de suite, ainsi. Même ce que vous appelez, même vulgairement, même là, les loges. Même là-bas, on prend l'amour, hein. Parfait. Même là-bas, ça dit que les francs-maçons, les rosicruciens, et que sais-je encore, on prend l'amour. Bon, maintenant, bon, la question est non celle-ci, Bernardo. Pourquoi l'on se bat alors? Si nous avons un dénominateur commun, c'est-à-dire que nous prenons l'amour, nous prenons l'entente, l'entraide, la solidarité, et nous croyons en un seul Dieu. Pourquoi nous nous battons? Bon, tout le monde ne croit pas en un seul Dieu. Il y en a qui sont polythéistes, manifestement. Dans le monde, il y a 10 000 religions déclarées, excepté les fractions. Les fractions, c'est quoi? Catholiques, romains, catholiques, orthodoxes, hétérodoxes, libéraux, voilà. Donc, si on accepte les religions fractionnées, il y en a au moins 10 000 dans le monde. Et chacune prétend tenir la vérité. C'est la présomption de détention de la vérité qui pousse certaines personnes à vouloir recuser les autres en estimant que ce sont le mensonge. Alors que un sage disait que la vérité, c'est comme l'éléphant, chacun touche une part et estime avoir l'entièreté. Et aussi, le problème, c'est que aujourd'hui... Maintenant, Charles Atoy, nous avait donné notre définition de la vérité. Hein. Il avait dit la vérité est comme les fesses. On s'assoit avec. Mais surtout, parfait, ici, il y a une vérité, hein, ou alors une constance, c'est que aujourd'hui, le message s'est dévoyé, mais aussi les messagers se sont complètement laissés pervertir. Et d'autant plus qu'on constate que le discours religieux aujourd'hui est impertinent. Il est incohérent. Pourquoi? Parce que il existe une vraie dichotomie entre le messager et le message. On prêche aujourd'hui par la parole et non par l'exemple. Ça, c'est un premier problème. Autre problème, c'est que une fois que le message devient dilué, il n'arrive pas à pénétrer les esprits. Parce que l'objectif de la religion, c'est de faire dominer l'esprit sur la matière. C'est le but de la spiritualité de la religion. C'est que l'esprit domine sur la matière. Mais à mesure que le temps passe, la matière domine sur l'esprit. Vous voyez, c'est ceux qui sont accrochés à l'argent, etc. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela, mais les principales sont fondées, à mon sens, sur l'incapacité des messagers à véritablement porter le message et avec tout ce que cela comporte comme arcane. D'accord. Blériot vous laisse inviter à ce petit débat qui n'était pas inscrit à l'ordre du jour. Hein. Blériot, vous avez exactement 1 minute et demie. Non, vous avez parlé de l'amour. Tout à fait. Sauf que l'amour que prônent les religions est comme l'amour que prônent les partis politiques. Ça veut dire quoi? Il est exclusiviste. On aime les gens de chez nous. Et on déteste les gens qui ne sont pas avec nous. Voilà le principe. La plupart de ces religions que vous avez citées, même les plus anciennes, vous demandent de faire du bien à ceux qui sont avec vous. Et il y en a qui vont plus loin. Non seulement elles vous demandent de ne pas faire du bien à ceux qui ne sont pas avec vous, mais de les regarder comme haram. Et elle les traite de mécréants. Oui, ben c'est pour ça, le mot c'est haram. Elle les traite de mécréants. Vous voyez, donc, cette attitude-là tue l'amour lui-même, parce que l'amour n'est pas exclusiviste. Celui qui aime tout le monde. La même source ne peut pas donner de la bonne eau et de l'eau amère. Donc ceux-là qui savent qu'ils ont de la haine à donner à ceux qui ne sont pas avec eux, doivent savoir qu'ils n'ont que de la haine à donner. Merci beaucoup. Est encore attendu sur ce plateau Monsieur Benoît Essiga. Il est président confédéral Entente. Il a confirmé sa participation. Nous osons croire qu'il nous retrouvera dans quelques minutes pour croiser le verre. Lorsque nous avons planté ce décor, une touche pro s'impose. Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre panel ce matin. Bonjour également à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs que je trouve fièrement ce jour. Vous avez un charmant boubou, bien stylé. Merci beaucoup. Vous allez féliciter justement votre styliste. Bien sûr, je ne manquerai pas.
Il faut lui demander de venir me voir. Exactement. Et ça peut être contagieux. Exactement. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque les hommes mettent des petits boubous stylés comme ça, ça crée beaucoup de panique. Lorsque vous sortez de la maison, la maman se dit que vous êtes en train d'aller demander une femme en mariage quelque part. Alors qu'en fait, c'est pour l'aider. Les femmes de maintenant, je sais qu'elles vont me porter tout à l'heure, hein, elles sont de plus en plus paresseuses. Et je me dis qu'elles doivent avoir de l'aide de leurs sœurs, de leurs copines. Bon, jusqu'ici, moi, je parlais de la maman. Là, tu me laisses au carrefour. Oui, c'est vrai que les mamans également ont besoin d'aide. Parce que la maman commence à se fatiguer et donc, elle a besoin de belles filles. Merci beaucoup. Belle fille. Théophile Vianney-Villa, c'est l'homme de la revue La Presse sur Info TV, tous les matins à partir de 6h45, tous les jours également à partir de 10h. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités et nous ouvrons donc cette revue de presse avec le journal Info Matin qui s'intéresse à l'éducation. Éducation de base, l'État contractualise 3000 nouveaux instituteurs. Les arrêtés conjoints signés ce 18 août par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative Joseph Lé et son collègue du ministère de l'Éducation de base, professeur Laurent Serge Tounzingwa, renseigne que ce recrutement rentre dans le cadre du 3e programme de contractualisation des enseignants de la maternelle et du primaire, 4e phase, au titre de l'exercice 2022. La liste des contractualisés, donc à lire ce matin, en page 3 du journal Info Matin. Alerte à l'insécurité. Taxi et moto agressent. Le phénomène prend davantage de l'ampleur dans nos villes de jour comme de nuit. Le constat est fait par le journal Info Matin qui tire donc la sonnette d'alarme en page 2. Laissons ce journal et retrouvons le quotidien bilingue gouvernemental Cameroun Tribune qui parle de la mise en place de la police municipale. Retard à l'arrimage. Plus d'un an après le décret présidentiel du 9 août 2022 fixant les modalités d'exercice de cette activité et à moins de 6 mois de l'échéance prévue, la mise en conformité avec la nouvelle réforme se fait lentement. Et pourtant, les défis à relever pour combattre le désordre urbain, entre autres, sont urgents. C'est un focus qui vous est donc présenté ce matin de la page 7 à la page 9 du journal Cameroun Tribune. Ce journal parle également de blé camerounais, plus précisément des semences pour booster la production. L'Institut de recherche agricole pour le développement a distribué 2 tonnes de semences de base aux acteurs de la filière samedi dernier. C'était à Ouassandé, un important bassin de production dans la région de la Damawa. Objectif, multiplier les surfaces cultivées et augmenter les quantités afin de limiter les importations. Le journal revient donc sur cette action menée par l'IRAD de la page 12 à la page 13. On parle également de l'IRAD au journal La Météo. C'est bi-hebdomadaire qui est en kiosque s'intéresse donc également à l'IRAD ce matin et le journal nous fait savoir que l'IRAD distribue donc des plants d'anacardier et c'était du côté de Garoua-Boulaye et de Touboro. Garoua-Boulaye et Touboro qui disent donc merci à Paul Biya des GIC, coopératives agricoles et personnes individuelles de ces localités de l'Est et du Nord ont solennellement reçu ces 17 août 80 000 plants produits par l'institut que dirige le docteur Noé Weng. De la page 5 à la page 7, on revient donc également sur cette action menée par l'IRAD du côté de Garoua-Boulaye et de Touboro. Lutte contre la vie chère. Le gouvernement organise des ventes promotionnelles. Tradition respectée comme à l'aube de chaque rentrée scolaire. À l'initiative du ministre du Commerce Luc Magloire Tangana, des expositions des fournitures scolaires et autres produits de grande consommation sont organisées sur l'ensemble du territoire national. Débutée ce 21 août, elle s'achève le 3 septembre prochain. De la page 2 à la page 3, les points de vente, notamment le point de vente de Yaoundé, est présenté au journal La Météo qui est en kiosque ce matin. Pour parler en entrée scolaire, le point bi-hebdo nous dit que Mbarga Tangana est bel et bien attentionné. Ce journal revient donc sur les dispositions prises par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana pour accompagner les parents en cette période de rentrée scolaire. La gouvernance presse qui est disponible en kiosque. Le journal de Lazare Nomo parle également du ministre du Commerce, le Mincommerce au chevet des parents. C'est ce que nous dit ce journal qui précise également que pour aider les familles à faible revenu à mieux préparer le retour des classes,
d'ici au mois de septembre prochain. Le ministre en charge du commerce, Luc Magloire Tangana, a instruit les délégués de toutes les régions du Cameroun d'organiser une opération spéciale de vente promotionnelle des fournitures scolaires et autres produits de grande consommation. Satellite s'intéresse à cette autre actualité et nous amène du côté de Douala, plus précisément du côté du port autonome de Douala. État calamiteux du chénal du port autonome de Douala, le DG Cyrus Ngor, rattrapé par la réalité. On en parle en grande une de ce journal et le dossier, ou alors le tome 1, vous est donc servi de la page 6 à la page 7. Parlons de ses pairs avec le messager de Feu Pius Njawe qui nous fait donc savoir que Veuve Etundi crie au complot. La coordonnatrice générale du Centre d'édition et de reproduction pour l'enseignement et la recherche voit en la position des scellés une manœuvre pour l'écarter de la gestion. On en parle avec le journal Le Messager qui n'a pas loupé l'actualité concernant le conflit foncier à Fumbot. L'État en spectateur. Les affrontements entre agriculteurs et éleveurs Mbororo perdurent sans réaction efficace des autorités. Le constat est donc fait ce matin par le journal de Feu Pius Njawe, ce quotidien qui est géré par Jean-François Chanon. Mutation s'intéresse à la succession et le journal Mutation titre en grande une, succession, franc désaccord. Des mouvements favorables à Franck Biya se déchirent. Le fils du chef de l'État reste silencieux. Le journal de Georges Alain Boyomo parle donc de cette succession ce matin en page 7. Le journal Le Jour présente la situation des directeurs de publication des presses anglophones. Presse anglophone, les directeurs de publication sollicitent une aide spéciale. Ils déplorent les conséquences de la crise sur leur activité et souhaitent la mise en place d'un fonds spécial pour relancer leur activité. On en parle donc avec le journal d'Aman Mana qui au BAT1 revient également sur cette actualité concernant le sport, plus précisément la Ligue régionale de football ouest vers un bicéphalisme. Kwedem Boisdeux, le président par intérim, s'oppose à la tenue des réunions convoquées par l'ex-président rétabli dans ses fonctions par le tribunal arbitral du sport. Cette situation est donc présentée ce matin en page 9 du journal Le Jour. Parlons diplomatie avec Émergence, le quotidien Émergence qui est en kiosque nous fait donc savoir ce matin, parlons de diplomatie, que des diplomates camerounais sont priés de quitter le territoire américain. La réaction de l'ambassade des États-Unis au Cameroun vous est présentée en page 3 du journal Émergence. Décès d'un diplomate français. La délivrance des visas suspendus. On nous le fait savoir en page 4 de ce journal. Le journal La Voix du Centre qui est en kiosque reste également en diplomatie et nous faisons savoir que le vice-consul français au Cameroun a été retrouvé pendu à son domicile. Cette actualité nous est présentée au BAT1 ce matin. Fumbot, une opération de chirurgie plastique vire à la mort. Cette actualité nous est également présentée ce matin en page 3. Breaking News parle du vice-consul qui a été retrouvé mort par pendaison. On en parle ce matin en page 5. Et au BAT1, cette actualité nous est présentée en grande une. La situation de l'autoroute Yaoundé-Simalène est présentée au journal d'Angelbert Foment. Alerte maximale. Des kidams sans foi ni loi utilisent une méthode assez lâche. Tard dans la nuit, elle consiste à lancer des clous sous les pneus pendant que les automobilistes roulent à grande vitesse, les obligeant ainsi à s'arrêter suite à la crevaison occasionnée. Ces bandits vous attaquent de manière immédiate. Le journal nous fait donc savoir que les services de sécurité doivent multiplier des patrouilles de dissuasion pendant que les chauffeurs doivent redoubler de vigilance sur l'autoroute Yaoundé-Simalène. C'est avec ce journal que nous refermons dans cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal. Vous connaissez le prix, au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Vous savez donc qu'il s'agit tout simplement de 80 pièces de 5 francs ou encore 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Votre journal est disponible et vous l'avez en kiosque. Merci de nous avoir regardés. Merci de continuer à nous faire confiance. C'était bel et bien la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Billard. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto. Moi je le désire, hein. Je vous appelle justement TVB. Merci. TVB, vous ne partez donc pas. Oui. Le 19h en anglais et le 20h en français. C'est tous les soirs sur Info TV, un fait saillant de l'actualité développée. Au 19h et au 20h sur Info TV, on va tout d'abord parler du 15e sommet du BRICS, pour revenir sur la participation du Cameroun, les enjeux de ce sommet et comprendre naturellement... Le Premier ministre, chef du gouvernement, représente le chef de l'État. Exactement, c'est lui qui représente personnellement le chef de l'État à cette rencontre d'envergure qui se tient du côté de l'Afrique du Sud. On va donc parler de ce sommet, les enjeux et présenter la participation du Cameroun et ce que le Cameroun
Cameroun pourra gagner au sortir de ce 15e Des sommet. enjeux du sommet. Exactement. En rapport avec le Cameroun. Bien évidemment. Pour 19h et 20h ce soir. Le Cameroun a participé à plusieurs sommets ces derniers temps. Plusieurs sommets. Je pense que je vais m'arrêter de manière majeure bientôt pour essayer de faire le point. Oui, mais il faut depuis un également certain temps, j'ai la culture de faire le point. C'est ça. Il faut faire le point. De temps en Les temps. Camerounais n'aiment pas faire le point. Pourtant, c'est très important. On vous envoie en mission, vous rentrez, vous ne faites pas le point avec votre patron. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. On va également parler ici de la rentrée scolaire. Vous savez que cette rentrée scolaire est également marquée par des disparitions des enfants. Ça pilule de partout. Il ne se passe plus d'un jour sans que vous ne voyez sur les réseaux sociaux des avis de recherche. Et donc, on va essayer de questionner ici la responsabilité parentale concernant la sécurité des enfants à la maison. Au 19h et au 20h, on va en parler parce que vous savez que les enfants, pour la plupart, sont dans les villages et reviendront durant toute cette semaine en ville pour prendre part à l'année scolaire qui pointe à l'horizon. Et donc, il est très important que les parents doublent de vigilance et maximisent la sécurité autour de leur progéniture parce que le phénomène monte davantage et devient de plus en plus inquiétant. On va également parler ici du Covid-19, pas pour parler de la maladie, mais pour parler de ce que le Covid-19 a laissé. Vous savez qu'il y a des gens... Vous voulez faire le point? Oui, on va faire le point. On va faire le point. Vous savez qu'il y en a qui portent encore le cache-nez aujourd'hui, même comme on a dit que les mesures sont levées. Vous savez que c'est difficile d'avoir accès à certains endroits publics. Aujourd'hui, si vous n'avez pas votre cache-nez, on vous oblige, alors que l'OMS a signalé que les mesures prises peuvent être levées au fur et à mesure. Alors, comment comprendre que certaines structures restent dans le Covid-19 alors qu'on nous fait savoir que le Covid-19 est en train de s'éloigner? Alors, on en parle, on fait le point 19h et 20h ce soir. Malachi Manaouda, fait précédé de ministre, nous a dit dernièrement qu'il y a un nouveau variant. Exact. Mais qui n'est pas encore au Cameroun. Malachi sait nous fait peur. Il recommence avec cette affaire. TVB. El Perfecto. À demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à votre riche et impressionnant panel. Merci beaucoup. Alors, lorsque TVB nous livrait la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun tout à l'heure, une actualité pour moi majeure m'a intéressé. Il s'agit de la situation du côté des l'IRAD. De ce côté-là, ça va pratiquement dans tous les sens. Si nous disons que ça va dans tous les sens, Pierre Blériot, il faut que nous nous comprenions. Je commence d'ailleurs par Ahmed Bala, le président de la République, il y a 2 ans, avait décidé qu'on puisse octroyer 10 milliards à l'IRAD. Question justement de mettre à la disposition des Camerounais et des grands agriculteurs des semences, notamment pour ce qui est du blé, que nous puissions en produire et transformer le blé au Cameroun. J'ai dit que le président l'a dit il y a 2 ans et cet argent devait être octroyé à l'IRAD de manière échelonnée pour une période de 5 ans. Au moment où nous parlons, rien n'a se mettre du côté de l'IRAD. La question est celle de savoir qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui bloque Ahmed Bala. Oui, parfait. Ici, vous savez, la question que vous posez fait mal, en fait. Lorsque le président décide, parce que c'est 1 milliard qu'on devait octroyer effectivement à... 10 milliards. 10 milliards 300 millions. C'est une période de 5 ans. 5 ans. 10 milliards 300 millions pour une période de 5 ans. Donc de manière échelonnée. Donc, vous vous rendez compte que ça rentre dans la politique d'impôt-substitution, c'est-à-dire qu'il faut produire localement, massivement, afin que nous ne puissions plus importer les produits tels que le blé et autres. Mais la question, c'est bien beau, il y a le président a des conseillers qui lui disent qu'il est possible de le faire, mais est-ce qu'on a dit comment ces 10 milliards seront mobilisés? Parce que il se pose un véritable problème. Moi qui suis régulièrement les questions économiques... Vous pensez que le président de la République... attendez, je vous relance. Oui. Il se lève un beau matin, peut-être parce que il a eu quelques cauchemars la nuit, et il prend une décision comme celle-là, sans que lui, il s'est rassuré de ces paramètres que vous êtes en train d'évoquer là sur le plateau? C'est tout simplement parce que il est conseiller. Il y a des gens qui lui disent que, au regard, par exemple, du fait que le Cameroun importe énormément de blé, on peut, d'une manière ou d'une autre, financer la production du blé local. Et
comment est-ce qu'on explique donc, parce qu'on nous a informé de ce qu'il y aura près de 10 milliards, comme vous avez dit, 10 milliards 300 millions. Mais est-ce qu'on a expliqué les mécanismes, comment est-ce que on va mobiliser dans ce financement? Parce qu'il faut reconnaître quelque chose aujourd'hui. Si vous regardez comment le Cameroun, c'est-à-dire qu'est-ce qui constitue les ressources budgétaires du Cameroun, quand on sait qu'il s'agit des ressources pétrolières et des ressources non pétrolières. Et quand on regarde les ressources pétrolières, vous connaissez déjà que nous avons un souci avec la Sonara qui a eu, où il faut environ 500 milliards pour la réhabilitation. Donc de ce côté-là, on a des difficultés. Maintenant, les ressources non pétrolières, vous aurez par exemple les ressources fiscales, les ressources non fiscales, vous aurez la douane et autres. C'est ça qui constitue qui peut financer notre budget. Mais est-ce qu'on a expliqué comment le mécanisme de mobilisation de fonds qui devrait être mis à la disposition de l'IRAD devait s'effectuer? Mais c'est curieux. Expliquer à qui? Mais c'est curieux. En fait, c'est curieux. C'est curieux pourquoi? Parce que on ne peut pas prendre une telle décision parce qu'on estime qu'il faut quand même un certain équilibre alimentaire, qu'on ne puisse plus être dépendant de l'étranger ou bien de l'extérieur, qu'on puisse au moins se produire du blé ici et pour qu'on fasse du pain et autres. Mais le président a pris cette décision, mais ceux qui sont donc en charge de débloquer ces fonds peuvent vous produire ou alors peuvent vous donner des raisons, à mon sens, qui peuvent aussi s'expliquer simplement du fait de la mobilisation des ressources. Oui, de la mobilisation des ressources. Comment on fait pour avoir cet argent? Ahmed Bala, où est-ce qu'on va le prendre? Pour vous montrer que c'était une affaire très sérieuse. Oui. Au moment où je préparais cette émission, je suis tombé sur un document. Oui, je préfère lire... Ici, oui. S'il vous plaît, permettez. Oui, Blériot. Non, s'il vous plaît, laissez d'abord l'affaire des documents. vous comprenez ce que Ahmed Bala dit? Moi, je ne comprends vraiment rien. C'est grave. Je ne comprends rien. Ahmed Bala met en doute et met en question le chef de l'État. Du tout, je ne le mets pas en question. Et il met au-dessus du chef de l'État le ministre des Finances. C'est ce qu'il vient de faire. Tout à fait. C'est-à-dire, on a instruit un type qui garde l'argent de l'État. Soit vous dites qu'il n'y a pas d'argent. Voilà. Du tout. Et celui à qui on a donné l'instruction écrit à celui-là pour lui dire que tu as demandé que je sorte de l'argent. Il n'y en a pas, les caisses sont vides. Simple. Il n'appartient pas à un ministre de réfléchir sur comment il va sortir l'argent quand il y a une instruction de le sortir. Si c'est comme ça que votre pays fonctionne, je comprends là où nous en sommes. Ça veut dire que bien ne gouverne plus ce pays. Je crois que c'est clair. On a dit qu'on a un problème de blé. On aurait même pu profiter. Depuis que le blé, c'est 10 mois pour que vous ayez du blé. Je dis, quelles que soient les régions, les saisons, vous avez 10 mois, vous avez le blé. Depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, on aurait résolu aujourd'hui le problème du blé, non seulement pour le Cameroun, mais même pour la sous-région. Vous venez ici nous dire, entre-temps, vous avez prêté de l'argent aux gens, les 2 milliards 700 millions et tout. Vous avez fait beaucoup d'autres choses. Mais vous n'avez pas trouvé l'argent du blé. On vous a instruit de sortir cet argent. C'est le président de la République qui a instruit de sortir les autres prêts que vous avez donnés aux gens? Non. Le président de la République vous a dit sortir 10 milliards 300 millions sur 5 ans. Il a échelonné pour que nous sommes grandement et gravement dépendants du blé. Il a instruit son ministre. Le Premier ministre a rappelé ses instructions au ministre des Finances. Bon, peut-être que comme le ministre des Finances est le fils du chef de l'État, il lui a dit, papa, moi je ne sors pas l'argent. je voudrais... Oui, allons-y, Ahmed. Je suis entièrement d'accord que lorsque le chef de l'État donne une instruction, que des gens s'exécutent. C'est tout à fait normal. Mais il n'y a pas de mais. Non, écoutez, permettez. Oui, il n'y a pas de mais. Permettez. Est-ce qu'on vous a dit qu'il y avait une caisse quelque part où l'argent est disponible? Il suffit simplement de prendre. Ahmed, parce que je voudrais vous dire... Ahmed, vous parlez d'un pays qui s'appelle... Écoutez, permettez. Parce que ce que je voudrais vous dire, c'est que
Même le budget, je même vais le vous poser- projet. Attendez, c'est le Même le ministre projet. des Finances qui juge de l'opportunité de sortir l'argent. Non. Est-ce que vous comprenez même ce que vous dites? Non. Vous dites que le ministre des Finances, quand le chef de l'État lui a dit sort de l'argent pour telle chose, il juge de l'opportunité de le sortir ou de ne pas le sortir. C'est ce que vous dites? Non, vous demandez si il n'y a plus d'argent au Cameroun. Non, c'est pas Et comme ça. la que- trésorerie est vide. Non, c'est pas comme. Je pense que c'est pas comme ça qu'on devrait prendre la Non. chose. Est-ce que le ministre des Finances a à réfléchir sur cette instruction-là? C'est ce que vous dites? Est-ce qu'il vous a dit qu'il réfléchissait? Mais il fait quoi donc? Non. Ça fait 2 ans. Il fait quoi? Il est possible Donc, faire quoi? qu'il n'y ait pas. Il a écrit au chef de l'État pour lui dire qu'il a bon. Là, je ne rentre pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a je- déjà c'est son rôle. S'il vous plaît. de juger de l'opportunité de cette dépense. Ce n'est pas de juger. Je sais pas si A-t-il fait la dépense? Pierre Blériot, Est-ce que le ministre a fait la Ahmed, Oui. je vous interromps. Hein. J'ai mon fameux document. Allez, Je vous dis c'est que bien. ce document va vous aider. Je vous ai, en préparant cette émission, je suis tombé sur ce document. Voilà. Et il faut que je le lise C'est mieux. pour que nous soyons encore au même niveau d'information. Le ministre d'État, secrétaire général, à monsieur le ministre des Finances. Objet, développement de la production et de la transformation du blé au Cameroun. J'ai l'honneur de vous répercuter les très hautes instructions de Monsieur le Président de la République prescrivant d'octroyer sur une période de 5 ans à l'Institut de recherche agricole pour le développement IRAD une subvention d'un montant global de 10 milliards 300 millions de francs CFA dédiée au développement de la production et de la transformation du blé au Cameroun. La mise à disposition de cette subvention sera échelonnée de la manière suivante. Première année 2022, 3 milliards de francs CFA. Deuxième année 2023, 2 milliards 750 millions de francs CFA. Troisième année 2024, 3 milliards 100 millions de francs CFA. Quatrième année 2025, 1 milliard de francs CFA. Cinquième année 2026, 450 millions de francs CFA. Vous voudrez bien me rendre compte de vos diligences pour la très haute information du chef de l'État. C'est signé Ferdinand Ngongo. La conclusion de ce document est très importante. Vous voudrez bien me rendre compte de vos diligences. Nous sommes là en communication administrative. Pour la très haute information du chef de l'État. Oui. Avez-vous le document? Entre-temps, donc, Ahmed Bala s'est bloqué. Nous n'avons pas encore eu la réponse. Nous allons vers la troisième. Nous allons là vers la troisième année. Et cela m'amène à passer la parole. Ahmed, vous allez réagir tout à l'heure. Les autres ne sont pas là pour le décor. Bernardo Basson vous a suivi, je présume, tout à l'heure, avec beaucoup d'intérêt. Bernardo, vous avez également suivi ce document. Entre-temps, nous avons vu comment nous avons été ridicules du côté de la Russie dernièrement, à Saint-Pétersbourg, où l'Afrique est allée commander du blé. Dieu merci, le président Burkinabé a dit que sa génération était en train de le charger pour dire à ce président africain que lorsque nous allons nous retrouver en Russie prochainement, que nous serons plus là pour aller commander du blé de ce côté. Le Cameroun a voulu prendre le taureau par les cornes, en commençant par le chef de l'État, il y a plus de 2 ans. Qu'est-ce qui coince? Ce qui coince, c'est peut-être aujourd'hui l'incapacité du chef de l'État à rendre vraiment coercitive sa parole. Parce que j'ai souvent pris sur moi de critiquer certaines actions du chef de l'État, sauf que sur le coup, il n'est absolument pas critiquable. En début d'année, le ministre du Commerce kényan était au Cameroun pour présenter un projet de farine de patates, estimant que puisqu'il y a la guerre en Ukraine, et que le blé mondial aura du mal à circuler, on peut trouver une alternative au blé par la farine de patates, dans un pays où on en produit en quantité. Donc aujourd'hui, Paul Biya demande à son ministre, M. Botazé, de libérer l'argent. Les 3 milliards qui auraient dû être disponibles pour 2022 sont où? On veut un document officiel adressé à M. Ngongo pour l'information du chef d'État dans lequel il précisait que j'ai libéré ces fonds à telle date, tel que cela m'a été instruit par la hiérarchie. On ne voit pas. Donc, sur le plan déjà de la cohérence administrative, le MINFI est en faute. Quand le président te dit « fais, tu fais »,
Quand il dit va, tu vas. Quand il dit viens, tu viens. S'il y a problème, tu notifies. Si l'ordre est illégal, tu peux réfléchir. Mais lorsque ce qu'il te demande de faire rentre dans les canons, tu dois faire. Monsieur Bala vous dit, l'argent n'est pas disponible. Paul Biya maîtrise tous les chapitres budgétaires du Cameroun mieux que vous et moi. Lorsqu'il vous dit faites, vous ne réfléchissez pas, vous faites ce qu'il vous demande de faire. Donc, monsieur Moutazé est en erreur. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, au Cameroun, dans les pains qu'on nous vend, la dose de blé est inférieure et on y met des produits cancérigènes pour augmenter la pâte, la faire lever et le grammage n'est plus le bon. Donc ce qu'on néglige, c'est que la conséquence d'une sous-production du blé est l'opportunité pour les commerçants de blé ou les commerçants de pain de trouver des mesures alternatives parmi lesquelles l'insertion des produits cancérigènes dans la farine qui nous est vendue, la farine de blé qui nous est vendue. Donc il ne faut pas qu'on néglige cet aspect-là. Il faut que c'est un problème très sérieux. Très sérieux. Il faut que le MINFI, dans les jours qui suivent, laisse les Camerounais voir qu'il a libéré les fonds. Et nous n'avons pas de blé. On n'a pas de blé. Merci beaucoup. J'accueille Monsieur Benoît Isiga qui nous a retrouvés depuis une quinzaine de minutes dans ce studio. Bonjour Benoît. Bonjour Parfait, bonjour à tous les panélistes. Je m'excuse pour le retard parce que je ne veux pas dire pourquoi je suis en retard, mais enfin je suis en retard et je m'en excuse auprès des téléspectateurs et des autres panélistes. Je dois dire que vous êtes président confédéral pour ce qui est du syndicat au Cameroun. Tout à fait, je suis le président de la Confédération syndicale Entente nationale du travail du Cameroun et je suis également le point focal d'une coalition de 11 centrales syndicales sur les 12 qui existent au Cameroun et qui s'appelle le Cameroun Workers Forum, qui a pris celui de mettre sur pied cette plateforme afin d'avoir une synergie d'action syndicale sur tous les plans. Merci beaucoup. Vous nous retrouvez au moment où nous avons sur la table un problème très important. Nous parlons là de la production du blé. Il faut signaler que pour ce qui est de l'IRAD, il était question pour que l'IRAD mette à la disposition des grands agriculteurs camerounais des semences de qualité. Question justement de résoudre le problème de blé dans notre pays. Et depuis un peu plus de 2 ans, le dossier coince. L'IRAD n'a pas un sou, alors que le président de la République a demandé qu'on puisse débloquer de l'argent à l'IRAD. Votre regard? En fait, quand j'ai trouvé ce débat, je l'ai trouvé surréaliste. En tout cas, du point de vue de l'intervenant. Vous n'êtes pas d'Ahmed Bala? J'ai trouvé ça surréaliste, tout simplement, connaissant le mécanisme institutionnel au Cameroun. Il y a un juge d'opportunité. C'est le chef de l'État. Juge d'opportunité. L'autre est juge de conformité. C'est-à-dire, est-ce que ça rentre dans les lignes budgétaires, est-ce que c'est conforme aux procédures et tout et tout. Lui donne l'ordre. Toi, tu dois faire. Il n'y a pas un débat. Non, non. Ahmed Bala lui nous fait comprendre non. Est-ce qu'on a expliqué aux gens comment ça se passe? Non. Et c'est ça qui fait qu'au Cameroun, on dise que non, le chef de l'État, il est tout beau, mais c'est son entourage. Qui est mauvais. C'est ça. Et c'est là dans la mentalité. C'est-à-dire que le chef de l'État s'efface. On efface le chef de l'État. Et on met en avant des exécutants. Est-ce que l'ordonnateur du budget est élu de la nation? Il n'est pas élu. C'est celui que nous avons élu qui dit « Mets-moi de l'argent ici, même s'il faut aller chercher ça n'importe où. Cherche-moi l'argent, mets ici. » Et depuis 2 ans, ça traîne. Vous voulez expliquer quoi là? On ne peut rien expliquer. On ne peut rien expliquer simplement. Donc, moi je crois que il y a un problème au Cameroun et qui ne va pas se résoudre par des mesurettes comme on fait là. Parce qu'en fait, regardez un problème. On a un problème depuis plus de 2 ans avec la guerre d'Ukraine et tout ça là. C'était une opportunité pour nous de changer en fait les problèmes au Cameroun. Est-ce que vous le soupçonnez par quelque part, hein? Je dis, je suis là dans le monde des soupçons, que ceux qui importent justement ce blé-là peuvent justement entrer en action pour bloquer une telle action, sachant que si l'IRAD commence à produire des semences en grande quantité, leur business est tout simplement dans la boue. Ça va dans le même sens. Ça veut dire que nous ne sommes pas là pour travailler pour le Cameroun. Si les administratifs se mêlent des questions de business et tout ça là pour nuire à la nation,
ça veut dire que nous ne sommes plus là dans une république. Très bien. On est là dans autre chose. Merci beaucoup. Ahmed Bala insiste à rebondir. Hein. J'insiste que ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Vous avez exactement 1 minute et demie. Oui, en fait, parfait, lorsque je parle de disponibilité de ressources et autres, je ne m'oppose pas, ou alors je ne voudrais pas dire que quelqu'un est au-dessus du chef de l'État. Quand le chef de l'État prend une décision, il faut l'exécuter. Nous sommes tout à fait d'accord et nous sommes conscients que c'est pas, c'est ce qui arrive là est légion. Mais ce que je voudrais relever, c'est qu'en ce moment, depuis le 16 jusqu'au 26, il se tient des conférences budgétaires. Qui c'était, bon, je ne vais pas citer l'hôtel, à Yaoundé. Et ces conférences budgétaires auxquelles j'ai assisté, vous vous rendrez compte que toutes les administrations y sont. Et on vous dit qu'entre 2006 et 2016, 36 projets étaient, nous sommes en 2023, 36 projets étaient inscrits et aucun, entre 2006 jusqu'à 2016, donc sur 10 ans, mais nous sommes déjà en 2020, aucun de ces projets n'a été exécuté. Pourquoi? Simplement le fait que des gens, il y a des projets dont la maturation n'a pas été bien faite. Est-ce que nous parlons de la même chose? Ahmed, je vous relance un peu. Ahmed, je vous relance un peu. Est-ce que nous parlons de la même chose? Si, vous nous parlez de maturation des projets depuis 10 ans. Le président lui, attendez un peu. Le président lui est en situation d'urgence. Et il instruit le MINFI de débloquer 10 milliards 300 millions de manière échelonnée en 5 ans. Est-ce que ça coïncide avec ce que vous êtes en train de vouloir démontrer là? C'est une proposition qui a été faite au président. Et c'est la même chose. Qui a fait la proposition au président? Attendez, il a des conseillers qui peuvent lui dire. Et maintenant, le président a besoin de blé. Et le président a répercuté ça. Il a pris une décision. Non, il a pris une décision. On lui a fait une proposition et il a pris une décision. En fait, permettez que j'arrive au bout, pardon. Permettez de parler de ce sujet. Oui, mais c'est du sujet que je parle. Mais je vais prendre pratiquement des mêmes exemples où des projets sont carrément bloqués. Simplement du fait. Là-bas, ce n'est pas un projet. Attendez. Non, ce n'est pas un projet. Quand pas ça un projet. L'IRAD attend 10 milliards pour faire quoi? C'est pour... Non, c'est le problème du... Ce n'est pas pour acheter, mais c'est pour produire le blé localement. L'IRAD n'a pas déposé auprès du MINFI un projet. Écoutez, oui. Aucun projet. Il y a une instruction d'un paiement. Et retenez bien, il s'agit d'un paiement. C'est-à-dire, on dit au MINFI, versez à Info TV 300 millions, répartis comme suit. On n'a pas dit au MINFI. Attendez, il n'y a aucun projet qui est... Monsieur Yemek, oui. Je reste sur cette ligne et je vous dis, il y a des contraintes budgétaires. Monsieur Bala, permettez, je vais dire deux choses. Contraintes budgétaires. Qui juge de l'opportunité des contraintes budgétaires? Vous savez combien qui juge de l'opportunité des contraintes budgétaires? Qui juge de l'opportunité des contraintes budgétaires? Le président peut donner un ordre. Qui juge? C'est le président. On on n'exécute pas comment. Si les ressources ne sont pas disponibles. Qui juge de l'opportunité des ressources disponibles? Monsieur Bala, si vous estimez... Il n'est pas autorisé au MINFI de juger de l'opportunité d'une telle dépense. Il doit l'exécuter. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous êtes un des soutiens du MINFI, je dis ça peut arriver. Il n'a pas. Non. Je suis chef de l'État. Je dis tu sors l'argent, tu ne le sors pas, je t'enlève directement. S'il vous plaît, parfait. Oui. Monsieur Siga. Dans les procédures budgétaires, vous le savez, vous venez de me dire que on est en train de faire des conférences budgétaires. Ça, c'est pour l'année prochaine et tout ça. Mais dans les procédures. Non, c'est pas pour l'année. Non, quand on peut permettre aussi à M. Siga de dire. On connaît quand vous voyez là. On n'est pas là pour le décor. Non. On connaît. Oui, je n'ai pas. Vous comprenez ça? Ça veut dire que ce que nous disons ici, c'est pour essayer d'apporter des explications à l'opinion et même à vous. Le ministre des Finances fait le point de la trésorerie au chef de l'État. Il le sait. Ne me dites pas que vous ne le savez pas. Non, il ne le sait pas. Lui, Ahmed ne le sait pas. Il fait le point de la trésorerie au chef de l'État. Qui le sait. Et lorsque le chef de l'État instruit, il pose la question. D'abord,
pour la savoir disponibilité Oui, de ces fonds. C'est ce que je veux dire. Il pose la question. Même si ce n'est pas par écrit. Allô, est-ce que... Oui, monsieur le président, je peux. Et il dit, fais ça. C'est comme ça. Ce n'est pas Permettez, que... monsieur Bala, ce que vous négligez, c'est que entre 2017 et 2021, possible. le Cameroun a connu une augmentation de consommation du blé de 13%. En 2021, le Cameroun a consommé 966 400 tonnes de blé. Et on s'est rendu compte que la production locale était insuffisante. Du coup, il fallait la doper parce que la démographie ne fait que augmenter. Du coup, on peut bien prendre celui de demander qu'on finance les projets, pas les projets, qu'on finance l'IRAD pour que l'IRAD multiplie la production Mettre à la de blé. disposition des grands agriculteurs des Et vous estimez que le ministre Moutazi doit réfléchir. Ce que Il moi réfléchit je crois sur voir quoi? dans cette affaire, c'est le nouveau fonctionnement du gouvernement de M. Biya. C'est-à-dire que les ministres et autres DG se mettent des bâtons dans les roues. Mutuellement. Si tu n'es pas D'un le système. DG d'un tel groupe, si on a instruit C'est ça le problème. de sortir de l'argent, on ne sort pas cette même la lettre. on- Je suis- je- on- non, là, mais- on est merci, d'accord, merci. hein. Là, on ne sort pas cet argent. Mais tout ça, c'est Biya qui nous fait cause pour Merci beaucoup. De toutes les façons, nous, au niveau de ce programme, au niveau d'Info TV, nous allons prendre également ce problème à main. C'est-à-dire que nous allons le suivre méticuleusement et comprendre pourquoi le MINFI ne débloque pas cet argent auprès de l'IRAD pour que le Cameroun ait du blé et que nous n'ayons plus en Russie pour aller commander du blé. C'est un problème de survie nationale, Ahmed Bala. Parce que à cause de cette affaire, les gens meurent au Cameroun. Moi, j'ai le mal Lorsque de nous avons faire, dit hein. cela, nous prenons une autre transition. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez naturellement fait le bon choix, celui d'être en face de votre écran, téléviseur à votre droite, Info TV au canal 307 sur Canal Plus International. Nous parlons donc ce matin de la jeunesse avec une interrogation. La jeunesse camerounaise a-t-elle été sacrifiée? Je commence par Ahmed Bala. Ahmed Bala, vous qui êtes justement un jeune, nous allons d'abord définir ce qu'on entend par jeunesse. Et lorsqu'on aura défini cela, on essaiera un peu sur ce plateau à délimiter la jeunesse. Parce que les autres disent on est jeune de 7 à 77 ans, ainsi de suite. Entre nous, est-ce qu'il y a un âge pour dire qu'on est jeune et un autre âge, on dira qu'on n'est plus jeune? Oui, non, moi je crois que quand vous avez moins de 35 ans, moins Vous de êtes 40 jeune. ans, vous êtes jeune. Vous Non, êtes c'est jeune. pas moins de 35, moins de 40. Il faut dire moins Moins de de 30, 40. Moins de 35 ans. Voilà, moins de Pas vous moins de voyez 40. qu'on n'arrive même pas. Donc vous-même, vous n'êtes pas jeune. Non, si, j'ai moins, Vous avez de moins de 35 ans. Oui, j'ai moins de 35 ans, donc je peux me Et considérer... vous voulez dire que tu as je peux ATV, encore me aspect trop vieux. Non, non, je peux encore me considérer Donc il n'y a comme que jeune. deux jeunes ici. Je peux encore me considérer. Mais je vous êtes crois- sûr que j'ai moins de 35 ans. Faut pas me gâter le marché. Allons-y. Allons-y, Ahmed. Donc, si on estime donc que les moins de 35 ans sont des jeunes, je crois que le débat peut être ouvert quand on observe maintenant dans notre société. Est-ce que véritablement, au regard du sujet que vous posez, est-ce que les jeunes sont, la jeunesse là est celle qui Est sacrifiée. sacrifiée. Parce que quand vous écoutez tous les discours, on vous parle de la jeunesse, de ce qui est fait pour que cette jeunesse soit épanouie. Quand vous écoutez le discours présidentiel, vous êtes tous conscients qu'il y a toujours ces différentes promesses, il y a toujours c'est ce sentiment d'être là aux côtés, de sentiment de soutien aux côtés de la jeunesse. Et au Cameroun, on est conscient que l'âge médian, on le sait, c'est 18 ans. 18 ans au Cameroun, l'âge médian c'est 18 ans et l'âge moyen est autour de 23 ans. Et vous vous rendrez compte que les moins de 60, les moins de 30 ans, la population qui a moins de 30 ans est à plus de 60% de la population totale. De la population totale. Et maintenant, est-ce que ce qui est fait pour que ceux qui sont dans ces jeunes puissent se sentir concernés par peut-être la chose publique ou bien par le boulot et autres? C'est la question. Le président Paul Biya l'a dit, je crois, en 2022, c'était en 2022, il a dit lors de son discours, son adresse à ses jeunes compatriotes, il parlait par exemple de créer chaque année 600 000 emplois
pour la jeunesse. Et aussi, il parlait de l'appui des collectivités territoriales décentralisées, dont il faisait appel au processus de décentralisation qui devrait permettre donc que ces jeunes, chaque année, on puisse employer 600 000. Ça, c'est le discours politique, c'est le discours présidentiel qui est d'ailleurs repris par les ministres. Mais la question, c'est comment, c'est-à-dire que la réalité opérationnelle. Il y a donc des structures qui sont mises en place pour effectivement trouver des solutions à ces jeunes. En 90, l'État a créé le Fonds national de l'emploi, c'est-à-dire le service public d'emploi au Cameroun. L'objectif, c'était quoi? C'est effectivement non seulement servir d'intermédiation entre les employeurs et les chercheurs d'emploi, mais également trouver un moyen d'insertion de ces jeunes qui ont peut-être une sorte de formation et ceux qui n'en ont même pas, comment on peut leur trouver une formation. Mais ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on parlait de projets et autres, c'est qu'il y a des gens, il y a donc une structure comme celle-là, qui est comme Pôle emploi en France, il y a une structure comme celle-là, mais des gens trouvent quand même des moyens parce qu'ils comment créer d'autres structures parallèles qui font pratiquement la même chose, mais qui peuvent leur permettre de soutirer de soi l'État. On crée donc d'autres structures, notamment le PAGEU 2007, le PIFMAS, le PIASI, le Fonds national d'emploi. Non, le fonds, lui, il existe depuis 90. C'est le bras séculier de l'État en matière d'emploi, comme Pôle emploi en France. Et quand vous regardez le budget qui est donc consacré à une structure qui, en principe, devrait être là pour lutter contre le chômage, vous avez l'impression qu'en fait, ces gens ne veulent vraiment pas lutter contre le chômage. C'est juste du saupoudrage. Parce que dans des autres pays, nous prenons au Maroc, vous vous rendez compte que c'est des milliards, centaines de milliards qui mettent à la disposition de la structure en charge de l'emploi pour permettre à ce que le travail soit bien mené. Mais ici, il y a un budget qui n'atteint pas les 10 milliards. Mais on trouve quand même essentiel, on trouve important de créer des structures parallèles qui font la même chose. Et vous vous rendez compte, un jeune peut venir dans au PIASI, prend un crédit, il part au PAGEU, il prend un crédit, il arrive à tel endroit, il prend un crédit, parce qu'il n'y a pas une sorte de coordination. Et il y a même encore les 102 milliards, le plan triennal jeune. Donc s'il faut faire le bilan de tout cela, et on vous demande, est-ce que le jeune véritablement est pris en compte? On a envie de se poser des questions, parce que l'efficacité de ces différents projets, qui sont en principe censés sortir les jeunes, par exemple, du chômage et leur trouver l'emploi ou une sorte d'insertion socio-professionnelle, il n'en est absolument rien. Merci Ahmed Bala pour cette analyse. Je vais passer la parole à Benoît Essiga, vous sur ce plateau qui avez déjà un certain âge et surtout vous qui avez vécu de manière très claire les deux systèmes, c'est-à-dire le système Amadou Ahidjo et le système Biya. Avez-vous l'impression que pour l'heure, les jeunes au Cameroun, pour ce qui est de la politique gouvernementale mise sur pied, ces jeunes-là sont véritablement pris en compte? Alors, le sujet, c'est la jeunesse camerounaise est-elle sacrifiée? C'est ça. C'est le sujet central. Tout à fait. Et vous avez voulu commencer par voir quels sont les différents types de jeunes dont dispose la société. Alors, moi, je suis un travailleur. Il y a le jeune travailleur. Oui. C'est celui qui a 14 ans. Officiel. Donc, à 14 ans, on peut être jeune travailleur. C'est prévu par les textes et tout. Ça, c'est pas le travail des enfants? Non. Justement, c'est dans le cadre du travail des enfants qu'on limite le minimum à 14 ans. À 14 ans. Pour travailler. Ça veut dire que vous pouvez signer un contrat de travail à 14 ans. Tout dépend du type de travail. Non, enfin, on va voir le type de travail et tout. Mais le principe, c'est qu'on peut signer un contrat de travail à 14 ans. Ça ne va pas à l'encontre des pires formes de travail des enfants qui sont interdites par les normes internationales et puis la législation nationale. C'est autre chose. Je voulais juste faire une indication. Vous avez 15 ans, qui est l'âge d'autorisation au mariage au Cameroun. 15 ans. Autorisation parentale. Oui. C'est-à-dire qu'une fille peut se marier au Cameroun à 15 ans. Même un garçon. Sur l'autorisation parentale. Vous avez 18 ans. Là, c'est pas la pédophilie.
Je vous donne la législation nationale. Non, je ne sais pas. La législation on va développer même. des choses. Mais bon, on parlait de jeunesse. Tout à fait. C'était un peu pour stratifier et puis voir, au regard de tout ceci, est-ce que des mécanismes sont mis en place pour que la jeunesse ne se sente pas sacrifiée? C'est ça. Donc, il y a 21 ans qui est l'âge civil Majeur. c'est pour, Électoral. il y a 20 ans, l'âge électoral. Il y a même l'âge administratif. Vous voyez, il y a des jeunes officiers, 17 ans. On dit de 17 ans à, lorsqu'on lance des concours. Donc, tous ces âges-là, ce sont des tranches d'âge de la jeunesse. Bon, ceux qui vont à 35 ans, par exemple, pour être président de la République, je crois que c'est 23 ans, en montant jusque. Donc, tous ces âges-là sont à prendre en compte dans la jeunesse. Et maintenant, le problème du sacrifice, c'est un problème structurel. C'est pas un problème. Pour moi, la jeunesse camerounaise est sacrifiée. Et pourquoi vous le dites? Je le dis parce que je vais l'expliquer tout à l'heure. Nous là, nous avons le devoir de réparer ça. Parce que nous avons fait de mauvais choix qui impactent la jeunesse aujourd'hui et même demain. Nous avons fait le choix de sacrifier le pays. D'autres n'ont pas fait ce choix, se sont sacrifiés et paient aujourd'hui, enfin, profitent aujourd'hui. Prenez le Vietnam, ils ont eu une guerre avec les États-Unis. Le Vietnam nous vend ses fibres optiques et tout maintenant, non? Ils sont venus ici. Le Vietnam, Vietel est ici. Nous avons fait de mauvais choix politiques. Il s'agit d'analyser tout ça. C'est pas le système actuel est un système libéral, néo-capitaliste, et qui n'est pas susceptible ici en Afrique maintenant de promouvoir l'émancipation des jeunes. Il faut changer. Changer, c'est faire de nouveaux choix. Donc pour vous, le problème est d'ordre systémique. Oui, c'est tout. Tout ce que vous dites là, Piassi, c'est le système. Ça veut dire qu'en fait, la volonté même. Mais on a quand même mis des structures sur pied. Ce n'était pas pour l'ornement, ce n'était pas pour des apparats. Lorsqu'on parle du Piazzi, on parle de Pagère U. Est-ce que c'était justement pour que les jeunes se sentent mieux pour ce qui est de l'emploi? Les effets. Et il y a même eu le plan triennal jeune, spécial, 103 milliards en 3 ans. Cela montre que le gouvernement a à cœur de résoudre l'équation jeune au Cameroun. Dans les écrits, c'est ça, non? L'argent a été débloqué. Et c'est où? Où sont Je n'en sais rien. Le problème dont nous parlons ici, parfait ici, c'est le problème d'impact. Oui. Quel est l'impact de ces mesures? Est-ce que c'était approprié? Est-ce que c'était ça, le souci? Il vous dit qu'il y a un pôle emploi et on crée à côté d'autres pôles emploi pour faire exactement la même chose. Et ces pôles-là ont plus de moyens que le pôle emploi. Parce qu'en fait, quand on parle du Fonds national de l'emploi, c'est une émanation de coopération internationale. Le Bureau international du travail a accompagné la mise en place. Mais avec les contraintes qui sont liées à la bonne gouvernance, ça ne pouvait pas marcher avec nous. C'est pour ça que c'est minimisé. C'est pour ça. On crée donc à côté des choses qui vont être faciles. Excusez-moi. Vous allez chuter. Oui, je parle de ça parce que je suis passionné. La jeunesse, je vous dis, nous avons un devoir de réparation vis-à-vis de la jeunesse. Donc les vieux au Cameroun ont je le dis. ont sacrifié les jeunes. Je le dis. Mais je le dis à mon Dieu vision. Nous avons failli et nous avons le devoir aujourd'hui de reprendre la main avec les jeunes. De réparer. De réparer cela. Le dire, c'est reconnaître qu'on a eu tort. Merci beaucoup. Pierre Bleriot, je vous suggère de prendre un autre axe d'analyse.
c'est celui ayant trait aux nominations dans notre pays. Nous avons la nette impression que les nominations, surtout les nominations les plus importantes, c'est simplement pour les gens d'un certain âge, 50 ans en montant. Mais si vous êtes dans la fourchette de 20, 35 ans ou 20, 40 ans, c'est comme si certaines nominations ne vous concernent pas. Parfait, ici, vous avez choisi la plus belle part pour moi. Non. On nomme des jeunes. Sauf qu'on nomme des jeunes à la mentalité de vieillard. Ah bon? Vous voyez? Je rends hommage à cet aîné qui a reconnu que les vieillards ont failli. Mais beaucoup de ses compères ne se sont pas arrêtés. Ils vassalisent beaucoup de jeunes qui ont la mentalité de vieillards, qui volent, pillent et font tout comme les vieillards. Et quand on les nomme, c'est pour dire aux autres jeunes qu'on a quand même nommé un jeune. Vous voyez comment il a fait, non? Donc, le jeune en question vient juste confirmer la volonté qui est celle des vieillards de continuer de s'éterniser. Je vais rappeler quelques chiffres rapidement. Allons-y. Amadou Ahidjo est devenu Premier ministre, c'est-à-dire chef du gouvernement camerounais à l'âge de 34 ans. Ahidjo est né en 1924 et il est devenu Premier ministre en 58. Il est passé chef d'État à 36 ans. Il faut que les gens aient les chiffres. Biya a pris fonction dans la haute administration à 29 ans, en 62. Il est devenu président de la République à 49 ans. Personne n'avait atteint 50 ans là, mais j'ai commencé par Amadou Ahidjo. Omniobe a créé l'UPC, il était âgé de 35 ans. Il est mort à 45 ans. Mais avant de créer l'UPC, il était membre du RDA, Rassemblement démocratique africain, qui avait été créé 2 ans avant. Omniobe s'est inscrit en politique à l'âge de 30 ans. Et il était même l'un des plus vieux du groupe, parce que Dr Félix Moumié était âgé de 25 ans. Voilà c'est pas les âges du village, voilà les âges réels. Sauf que, avec le temps, il y a eu une vampirisation de la jeunesse. Ah bon? Les vieux ont décidé, de ne pas mourir. Ils ne meurent pas, ils ne vont pas en retraite, ils ne laissent pas, ils ne lâchent pas du lest. Même les femmes. Ils vampirisent les jeunes. Pour que les jeunes soient toujours porteurs de sacs. Regardez la haute administration camerounaise. Les gens qui sont âgés de 65 ans et plus, vous verrez qu'ils font l'essentiel de la haute administration camerounaise. Allez même dans l'armée au niveau des officiers généraux, ainsi de suite. Mais c'est un choix de gérontocratisation de notre système. Vous parlez des places pour les jeunes. Dans un système où les vieux ne vont plus jamais à la retraite, et où ils ne meurent malheureusement pas non plus. Qu'est-ce qui va se... Mais pourquoi vous voulez que les vieux meurent? C'est Dieu. C'est Je Dieu n'ai qui... pas dit que les vieux meurent. Je dis que quand ils ont le double privilège de ne pas mourir et de ne pas aller à la retraite, quand vous êtes au poste à 90 ans, ça veut dire que vous avez pris 30 ans de service d'un jeune. Est-ce que vous comprenez ça? L'âge limite de la retraite, c'est 60 ans. Oui. Quand vous avez la possibilité de vivre 90 ans et de travailler jusqu'à 90 ans, vous avez pris 30 ans dans l'âge de celui qui devait travailler. S'il devait commencer avec le système actuel à 30 ans, vous voyez que vous avez pris toute sa jeunesse et sa vieillesse. Il ne travaillera plus. Vous allez lui céder le témoin quand il sera à la retraite. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, donc, qui étaient à 30 ans, on va chuter, ont attendu le travail jusqu'à ce que les vieux veuillent bien céder de la place. 30 ans plus tard, ils ont atteint 60 ans et on leur a annoncé la bonne nouvelle qu'ils ne pouvaient plus travailler. Cette vampirisation de la jeunesse, c'est ce que vous avez appelé le sacrifice. Mais la jeunesse elle-même, la jeunesse est complice. Quand l'aîné vous dit que les vieux ont fait de mauvais choix, non, c'est les jeunes d'hier qui sont vieux aujourd'hui qui avaient fait de mauvais choix. Et les jeunes d'aujourd'hui sont en train de faire de mauvais choix. Quand ils seront vieux demain, le président burkinabé vous dit que les gens de ma génération m'ont chargé de vous dire. Que disent les gens de notre génération aujourd'hui, de la génération de Basson? Ils disent qu'ils attendent. Ils disent que vraiment, on va faire comment?
Ils sont les plus nombreux, les plus vigoureux, les plus intelligents, mais ils ne trouvent pas la stratégie. Ils continuent de dire qu'on attend, on va faire comment, et le temps passe, et les vieux ne veulent pas mourir, et les vieux ne veulent pas prendre la retraite. Les vieux ne veulent pas mourir et les vieux ne veulent pas prendre la retraite. Bernardo Basson, dans un pays qui se veut sérieux, certainement aussi normal, est-ce qu'on ne devrait véritablement pas mettre le jeune au centre des préoccupations justement d'un État? Ma dénonciation de demain vous présentera certainement un cas de figure suffisamment patent. Lorsqu'on parle de sacrifice, il faut bien comprendre que il s'agit de tuer quelque chose qu'on offre à une entité pour en retirer des grâces. Ou alors on tue gratuitement quelque chose. Dans tous les cas, il faut tuer. La jeunesse camerounaise est-elle sacrifiée? Oui. Oui, pourquoi? Ce qui permet à la jeunesse d'entrevoir un lendemain meilleur commence par l'éducation. Au Cameroun, le système éducatif a été liquéfié. Je le dis ici tous les jours. Parce que les gouvernants ont compris que dans les années 80, les jeunes se sont bien formés. 90, pareil, on a les cas, à M. Niemek, Ouunangini, Bessala et le reste. Et ils en ont pensé que si on laisse de nouveaux jeunes bien se former, ils seront un contre-pouvoir. Il a fallu les abrutir, détruire le système éducatif, appauvrir les enseignants du secondaire et du primaire, sachant que la base sera littéralement détruite. Au niveau universitaire, c'est compliqué de rattraper la base qui a été faussée. Donc, sur ce plan, les jeunes ont été sacrifiés. Deuxièmement, aujourd'hui, le système de cooptation s'est mis en place de façon tellement fine que les quelques jeunes qui occupent des postes aujourd'hui, pour beaucoup, sont cooptés. Beaucoup sont dans le même secte que les plus vieux. Beaucoup sont dans les LGBT avec beaucoup de vieux. Ce qui fait que les jeunes qu'on copte et qu'on tente de nommer ne sont que les avatars, ne sont que les reproductions de certains vieux totalement pervers, séniles et méchants. Je vais parler en français facile, oui. Bernardo. Oui. Vous voulez nous faire comprendre qu'au Cameroun, à bien des cas, lorsqu'on nomme un jeune, il n'est plus un jeune normal. C'est un jeune aux mentalités de vieux. Il est jeune peut-être en âge, mais la mentalité est celle d'un vieillard. Ce n'est même pas que la mentalité. C'est le contenu total de l'individu, parce que le vieux se rassure que le jeune sera perverti. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux sont sodomisés. C'est pour cela que beaucoup d'entre eux sont dans les mêmes sectes que les vieux. Pour que les vieux soient sûrs qu'ils ne sont que reproduits dans ces jeunes-là. C'est pour cela que dans le concours administratif, vous vous souvenez que certaines années, on vous montre des listes de candidats avec le nom de leurs parrains. Parce qu'on se rassure qu'il faut que les jeunes qui entrent soient pour la plupart abrutis. Pas tous, c'est clair. Pour la plupart abrutis, pour la plupart méchants, pour la plupart pédés. Parce qu'ils vont reproduire ce que leurs parents ont fait et donc continuer de détruire le système. Ça, il faut le dire, c'est vrai. Maintenant, ce qui est le plus important, et là, c'est que... Là, vous parlez de quel pays, là? Le Cameroun. Mais vous le savez. Est-ce qu'on exagère pas? Non, je n'exagère pas, papa, ici. Au Cameroun, détrompez-vous. Nos gouvernants, moi, je l'ai appris très récemment. Ils sont super intelligents. J'ai discuté avec 2-3 depuis que j'ai été nommé, où vous savez. Lorsque vous parlez avec un aîné qui est haut gradé, il termine vos phrases. Vous vous demandez que il vous lit. Il vous lit, il vous comprend et il sait ce que vous savez bien et même mieux. Vous vous demandez que, mais le père, si tu sais tout ça, pourquoi tu n'arrives donc pas à bien mettre? Je te dis que mon fils, c'est le système qui me fabrique. Je ne peux pas parler. Si je parle, je suis mort. Donc, les jeunes au Cameroun sont tous sacrifiés pour la plupart. Les quelques qui sont un peu brillants, on se rassure de les affamer. Parce que les jeunes brillants deviennent un contre-pouvoir. Donc, au Cameroun, les jeunes doivent maintenant commencer à préparer. Moi, je l'avais dit, préparer une guerre. Nos vieux nous ont battus. Non, on ne prépare pas de guerre. Non, pas la guerre avec les armes. Une guerre idéologique, une guerre intellectuelle. On doit combattre d'abord leurs enfants en faisant quoi? En devenant plus intelligents, plus cultivés qu'eux. Quand les vieux là vont mourir tôt ou tard, on aura le même âge que leurs enfants. Et on va les challenger dans ce pays-ci. Et les enfants ne nous commanderont pas. Ils vont tenter. Merci. On va arracher leurs femmes.
c'est compris. On va arracher le Bonjour, espace miné. Et là, je suis au 225, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Merci spécial à monsieur Benoît Essiga pour sa merveilleuse tenue vestimentaire qui honore l'Afrique. Et sur la problématique, nous répondons par des questions pour approfondir la réflexion. Cela dit, pour faire un sacrifice, il faut réunir des conditions. Une divinité, un sacrificateur, un autel, un être à sacrifier, un instrument, un but. L'être à sacrifier ici étant la jeunesse. Monsieur Blérou-Niémé pourrait-il nous éclairer sur cette allégorie en identifiant les autres conditions du sacrifice? C'est la sentinelle. La sentinelle, laissez Blérou tranquille. Je veux aussi voir mes enfants. Blérou a beaucoup de problèmes au Cameroun. C'est en Côte d'Ivoire. Ahmed Bala, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Hein. Chacun aura exactement 1 minute. Nous sommes presque unanimes sur ce plateau que les jeunes ou alors la jeunesse a été sacrifiée au Cameroun. Nous n'allons donc pas rester au niveau du constat. Bernardo a commencé à donner quelques pistes de solutions. Que faisons-nous pour sortir de l'auberge? Oui. Vous savez, je pense qu'il faut remettre à plat tout le système. Impossible. Il faut remettre à plat tout le système. Et je partage entièrement le point de vue de M. Essiga qui parle. C'est une affaire systémique. C'est dans le gène. C'est-à-dire que quelle que soit la personne qu'on va mettre là en ce moment, il trouve un fonctionnement et puis il essaye de... Vous imaginez que c'est quand même dans ce pays qu'un mort est sorti major de la plus prestigieuse école de ce pays, sinon la plus prisée. Ce n'est même pas une seule fois. Hein. Voilà. On a des cas. Vous imaginez donc que parfois aussi un nombre de sous-préfets. Vous échouez. Un nombre de sous-préfets qui sont à mort. Depuis, le sous-préfet est mort il y a 3 ans. Ça peut même se comprendre par rapport au fait que lorsqu'on envoie les nominations, ça prend du temps et autres. Mais vous imaginez que vous allez faire un concours, quelqu'un qui n'a même pas composé, il est même décédé, mais son nom, il est major de la promotion. C'est pour dire dans ce pays. Il a eu des notes. Ça veut dire que le vice est un peu allé loin. Je crois que aujourd'hui, les jeunes qui arrivent à accéder à certains postes, voilà, il est aujourd'hui quelque part, je pense qu'avec cette mentalité de révolution, changer les choses, ça peut amener quand même à ce que il y ait, ne serait-ce que, c'est un début de solution qu'à partout où nous nous trouvons, que nous essayons d'apporter une nouvelle orientation, une nouvelle lecture, une nouvelle vision des choses. Benoît Essiga, c'est vrai quand même que lorsqu'on observe la jeunesse camerounaise depuis quelques années, on a une impression, ce n'est qu'une impression, qu'elle est une jeunesse découragée. Elle ne croit plus en l'avenir. Est-ce qu'il ne faut pas aussi quand même tenir un langage d'espoir à cette jeunesse? Tout à fait. Et je crois que la responsabilité qui est la nôtre, c'est celle-là que j'exprime ici, justement pour que les jeunes ne perdent pas espoir, qu'ils comprennent que la génération qui les a sacrifiés, et moi j'en suis, je ne suis pas complice, mais je suis de cette génération, que cette génération-là reconnaît les avoir sacrifiés. C'est un signe d'espoir. La deuxième chose, c'est que, reconnaissant, nous sommes prêts à travailler pour inverser la tendance. Et inverser la tendance, c'est quoi? C'est ce que les uns et les autres ont dit ici. Il faut changer de système politique au Cameroun. Le système néocolonial ne peut pas marcher. Ils ne veulent pas du développement. Et la conclusion, c'est ça. Le rapport de force ne peut pas être en faveur des jeunes. Ils sont en contrepoids. Ça ne peut pas marcher puisqu'il faut phagocyter, conserver et continuer à exploiter pour les autres. Parce que si c'était encore pour l'Afrique, on comprendrait. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas passer outre ça. Tous les mouvements qui se déroulent aujourd'hui en Afrique sont l'expression de ce sacrifice des jeunes. Et je pense que avec le temps, on doit y arriver. Nous devons encourager tous les changements qui s'opèrent aujourd'hui en Afrique. Parce que c'est pour la jeunesse, parce que c'est pour l'Afrique. Et c'est parce que c'est pour notre continent. Donc, il faut changer de système politique, de paradigme. Il faut changer d'exploitation. Nos minéraux doivent nous revenir. Pour les jeunes. Voilà. Je vous amène au plus 39, hein, c'est l'Italie. Bonjour Perfecto et belle thématique à remettre en débat toutes les semaines, secteur par secteur.
Moi, ça m'a beaucoup plu. Voyez-vous, voici un continent dont tout est à construire, où il ne devrait donc pas manquer de travail, au contraire, où la main-d'œuvre devrait être insuffisante, mais où le taux de chômage des jeunes atteint des proportions impensables. Nous avons vu en 2019 certains jeunes arrêter d'autres jeunes pour remettre à la police disant qu'ils ne veulent pas de problème dans leur quartier. C'est déplorable cet état de choses. On ne peut que conclure l'échec des politiques d'emploi. Merci. Et depuis Ferrara, Pierre Blériot-Niémec, les jeunes ne rêvent plus dans notre pays. Les jeunes apparemment n'ont plus de repères. Les jeunes n'ont plus de modèles. C'est finalement donc une jeunesse vouée à l'échec. Ad vitam aeternam. Oui, mais les jeunes doivent se forger de vrais modèles. Et l'un des principes de ce modèle doit être l'éthique. Moi, quand on veut me parler de quelqu'un, qu'on me parle de sa vie éthique, tant que je vais entendre la jeunesse africaine, camerounaise, dire « on suit tel parce qu'il a beaucoup d'argent », je sais qu'on en a encore pour 50 ans. Il faut... Nous-mêmes, nous n'avons pas les armes nécessaires. Est-ce que vous pensez que si la moralité ne vient pas au centre de nos actions, beaucoup disent que tel jeune vole moins que les vieux, donc soutenons-le. Un jeune qui vole, je ne le soutiens pas. Un jeune qui manque, je ne le soutiens pas. Un jeune qui crée de la mafia, je ne le soutiens pas. Il y a des jeunes qui ne font pas ces choses. Il y a aussi des vieux qui ne font pas ces choses. Il faut souhaiter que les bons vieux s'allient aux bons jeunes pour combattre stratégiquement les mauvais vieux et les mauvais jeunes. Les bons vieux vont apporter l'expérience. Les bons jeunes vont apporter la force. Parce que le combat, c'est un alliage entre la force et l'expérience. Et il faudrait d'abord que les jeunes commencent par comprendre que la première indication, le premier pilier doit être la conscience collective et l'intelligence. Parce que la guerre ne sera plus une guerre des armes. Ils ont plus de moyens que nous. Nos enfants seront plus riches que nous. Très bien. On doit être seulement brillants. Et si on ne l'est pas, on va perdre la bataille. Moi, déjà, papa, ici, moi, je vous dis, dans cette guerre, moi, je suis entré. Merci avec beaucoup. Les deux pieds. Et on va s'en sortir. Merci beaucoup. Même si je meurs, mes enfants vont s'en sortir. Je vous souhaite bonne chance au niveau de cette guerre-là, d'en sortir vainqueur. Et pour cela, il vous faudra beaucoup de courage, beaucoup de témérité aussi. Et que Dieu soit de votre côté. Rien là-bas ne dépasse les initiations du Mbok. C'est chaque jour ici. C'est qu'il y a là-bas est plus difficile que tout ce qu'on fait ici. Merci beaucoup, c'était notre débat. Voilà. On va dire merci à Benoît Essiga qui était là ce matin. Il est un grand syndicaliste, un grand patron de syndicats. Merci également à Ahmed Bala, notre confrère qui nous vient du quotidien Le Messager. Bien des choses à Pierre Blériot-Niémec qui restera mon consultant sur Info TV. Bien des choses aussi à Bernardo Basson. Dans environ 7 minutes, vous allez retrouver le journal de la mi-journée à 21h ce soir. Vous allez justement retrouver votre programme de débat. Sans oublier qu'à 20h, vous aurez déjà eu justement le journal en français. À 19h, le journal en anglais. Sans oublier aussi que dans 40 minutes environ, vous allez retrouver les Amazones, les plus belles filles, les plus séduisantes de la Terre. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?